the way we loved you. Fly, son. It's time. Salut les internets. Bonjour tout le monde. Bonjour. Heureux de vous retrouver et encore merci pour tous les pouces bleus de l'amour sur la dernière vidéo. Alors moi je dis merci. Je préfère dire merci plutôt que renacler et me rouler par terre. Forcément, je vais devoir faire un épisode de Director's Cut sur Justice League. Ça me paraît évident. Mais après toutes les réactions que j'ai vues à la sortie de la Snyder's Cut, je me suis dit que pour bien comprendre pourquoi les deux réalisateurs ont fait certains choix, il fallait connaître ce qui a amené à ces deux versions. La vidéo sur les différences entre les deux œuvres, ou plutôt l'œuvre et les troncs, sortira donc dans un deuxième temps. Aujourd'hui, on va expliquer comment on en est arrivé là. Et l'histoire est complètement dingue. Je pourrais faire 2 heures sur le sujet. On va parler de l'origine du projet, des conditions de production, de tournage et de post-production. Bien sûr, on abordera aussi le drame qu'a vécu Zack Snyder et comment il arrivera quelques années après à convaincre les studios de sortir sa version. Dans cette première vidéo, il n'y aura pas de spoiler, sauf pour les films précédents de Justice League. Mon avis détaillé sera également dans la deuxième vidéo. Sachez juste que j'ai aimé la Snyder's Cut, même si pour moi c'est pas un chef-d'œuvre. Une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. Et pour la Justice League, c'est une merde. Comme ça, au moins, vous connaissez l'avis de votre narrateur. Dernier aparté, et après, promis on commence, certaines parties sont sujettes à interprétation, voire controverse, car il s'agit d'un mélange des versions officielles et des témoignages des principaux concernés, et les deux versions s'opposent parfois radicalement. Mais n'étant pas sur place pour savoir à quel point l'histoire est romancée, on va devoir se contenter de tout ça. Libre à vous de juger qui croire. Moi je connais la vérité. Maintenant, place à l'histoire. Les origines. Nous sommes en 2008. 2 ans plus tôt, Warner a foiré le retour de Superman avec Superman Returns, mais cartonne au cinéma avec Dark Knight. Au même moment, Marvel sort un certain Iron Man, qui rencontre un franc succès, quoique moindre que Dark Knight, et lance le MCU. Warner et DC réfléchissent à rebooter la franchise Superman, en repartant d'une origin story racontant les débuts du héros en slip rouge, et qui amènera à la création d'un DCU. Les choses s'accélèrent en 2009. Warner gagne son procès contre la famille du créateur de Superman, qui voulait récupérer les droits du film, et surtout une bonne partie des revenus de la franchise depuis 1999, estimant notamment que les droits avaient été cédés à Warner à un prix bien trop bas. C'est très compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Warner gagne le procès. Donc en quoi c'est un problème ? Eh bien selon la décision du tribunal, si Warner ne sort pas de nouveau Superman d'ici 2013, la famille Siegel pourra les poursuivre pour manque à gagner, puisqu'ils auront bloqué les droits sans les utiliser. Et deuxième problème, si aucun film ne sort d'ici là, la famille pourra alors revendre les droits de Superman au studio de son choix. Voilà donc 2 excellentes raisons de rebooter Superman. Un paquet de scénaristes et réalisateurs proposent leur projet, et un jour, Christopher Nolan tape à la porte du studio et leur dit « Coucou, vous vous rappelez de David Goyer ? Le mec qui a écrit mes films Batman. Il a une vision plutôt pas mal des origines de Superman et aimerait bien en faire un film. Et quand 2 mecs viennent de te faire gagner $1 milliard, tu les écoutes. » Le projet est validé, ça va s'appeler Man of Steel, David Goyer écrira le scénario et Nolan supervisera la production. Un paquet de réalisateurs sont envisagés, et finalement, en 2010, c'est Zack Snyder qui est choisi, grâce notamment à l'appui de Christopher Nolan. Et Zack Snyder, c'est un choix intelligent. Il vient de réaliser l'excellent Watchmen, et son univers colle à l'ambiance voulue pour ce film Superman, tout en étant très différent des propositions de Marvel. Et c'est un choix également audacieux, car Watchmen a été un bide. Le film a coûté $130 millions, et en a rapporté seulement 185. Le studio a perdu de l'argent, et Warner doit donc expliquer à ses actionnaires qu'ils vont confier une franchise avec un potentiel en milliards de dollars et un budget de plus de 200 millions à un réalisateur qui n'en a rapporté que 185 avec son film de super-héros. Bonne chance. Le 10 juin 2013, le jour de l'avant-première de Man of Steel, Warner confirme qu'il y aura une suite écrite par Goyer et réalisée par Snyder. Le film sort le 14 juin et rapporte 668 millions de dollars. Ce qui est bien, mais pas trop. C'est le 9e plus gros succès de l'année quand même, mais c'est très loin des 1,2 milliard de Iron Man 3. Bon, il faut relativiser, le film a rapporté 100 millions de plus que le premier Iron Man qui a lancé le MCU. Bref, les critiques sont plutôt bonnes dans l'ensemble, sans faire l'unanimité, et les résultats financiers sont corrects, mais bien loin de Marvel. Et heureusement que le film a pas bidé, vu que tu as déjà annoncé que la même équipe allait faire la suite. On est 1 an après la sortie de Avengers, réalisé par un certain Joss Whedon, qui a rapporté 1,5 milliard de dollars, Ah ouais, quand même. en faisant le plus gros succès de tous les temps n'ayant pas été réalisé par James Cameron. Warner et DC veulent donc accélérer. En juillet, ils annoncent que Man of Steel 2 est remplacé par Batman v Superman. Et c'est à partir de là que les choses se compliquent. David Goyer sort sa version du scénario, puis quitte le projet en décembre 2013, et est remplacé par Chris Terrio,
qui vient de gagner l'Oscar du meilleur scénario pour Argo. Et Nolan, en tant qu'exécutif producteur, se contente d'un rôle de conseiller très peu présent, Interstellar l'occupant un peu à ce moment-là. Snyder perd ainsi un soutien important à la production. Soutien qui aurait été très utile car la Warner a des exigences particulières afin de préparer leur Avengers à eux, Justice League. Et la liste est légèrement problématique. Le film doit raconter la confrontation entre Batman et Superman, logique vu le titre du film, introduire le personnage de Batman, mais aussi celui de Wonder Woman, donc inclure 2 origin stories. Teaser les autres membres de la Justice League, ajouter l'histoire de Doomsday, tuer Superman, et le tout en moins de 2h30 parce qu'un blockbuster de 3 heures, ça se fait pas. What? Tu lis le cahier des charges, tu sais que tu vas droit dans le mur. Le film est donc charcuté dans tous les sens, mais lorsqu'il sort, eh bien il cartonne. Le premier week-end, il rapporte 166 millions de dollars aux États-Unis et 422 dans le monde, soit le 4e meilleur démarrage de tous les temps. Mais très vite le film est critiqué. Jugé brouillon, avec un montage indigeste, et qui à force de vouloir tout raconter ne raconte plus rien. Du coup, la deuxième semaine, les recettes chutent de près de 70%. Un des pires scores de tous les temps pour un blockbuster. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Même si le film rapportera quand même plus de 800 millions, les médias parlent d'un bide et les fans sont vraiment déçus du résultat, qui au passage sera bien meilleur dans sa version longue de 3 heures. Et en avril, alors que le studio reçoit les résultats désastreux de la deuxième semaine, commence le tournage de Justice League. L'ambiance est pas vraiment au beau fixe chez Warner et DC, d'autant plus qu'ils ne savent pas encore que la version longue de Batman v Superman sera appréciée. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Et que fait un studio lorsqu'il commence à paniquer car les fans trouvent qu'il fait de la merde? Il se remet en cause? Bien sûr que non. Il critique les idées de Snyder et de Chris Terrio. Il demande alors à Geoff Johns et John Berg de superviser le tournage. Bref, de court-circuiter la productrice pour mettre la pression sur Zack Snyder. Ah, et la productrice dont on parle, c'est Deborah Snyder, la femme de Zack. Donc ils vont clairement pas être copains. Geoff Johns recrute toute une équipe de scénaristes pour réécrire l'histoire, la rendre plus simple, moins sombre, et avec des blagues car les Avengers y font des blagues. Oui, on peut avoir ce niveau de réflexion et piloter un projet à plusieurs millions de dollars. Un des scénaristes recrutés n'est autre que Joss Whedon, qui modifie certaines scènes pour faire plaisir à Warner. Sauf que là, on est déjà en train de tourner. Zack Snyder doit donc essayer de faire son film tout en se battant contre la Warner, les superviseurs et les nouveaux scénaristes. Selon des rumeurs, il aurait commencé, lorsqu'il avait le temps, à tourner 2 versions de ces scènes. Celle exigée par la production et sa vision à lui, en espérant pouvoir utiliser les siennes. Donc là, ça commence à être vraiment galère. Et qu'est-ce qui pourrait rassurer les fans et Warner en attendant la sortie du film? Un autre film du DCU, bien évidemment. Et du coup, en août 2016 sort Suicide Squad. Si vous n'avez pas vu Suicide Squad, vous n'imaginez pas la chance que vous avez. Ça y est, le DCU vient de toucher le fond. Les fans sont même plus furieux, maintenant, ils rigolent. Ce film est juste une grosse blague. On va pas revenir dessus, ça me coûterait trop cher en thérapie. Donc après la vague d'insultes suite à Suicide Squad, chez Warner, ils sont pas bien du tout. On est alors dans les conditions idéales pour prendre des décisions stupides et irrationnelles. Le tournage se finit en octobre, commence alors la post-production. Début 2017, Zack Snyder propose un premier montage au studio, qui était déjà bien différent de sa vision du film, puisqu'on l'a obligé à modifier plusieurs scènes pendant le tournage. Et apparemment, chez Warner, ils ont pas du tout apprécié ce brouillon. Selon certaines rumeurs, ce serait à ce moment-là qu'ils auraient décidé de se séparer du réalisateur. Mais rien ne le prouve. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent une refonte profonde du montage. Le studio met une énorme pression sur les épaules de Zack Snyder. Bon, ok, c'était déjà le cas avant, mais là, clairement, c'est encore pire. Et c'est alors qu'arrive le drame dont la plupart a déjà entendu parler. Le 12 mars 2017, la fille de Zack Snyder, âgée de 20 ans, décide de mettre fin à ses jours. Snyder fait une pause de 2 semaines, puis reprend le montage du film. Mais quelques semaines plus tard, il craque et décide de quitter l'aventure pour se concentrer sur sa famille, sa femme faisant de même. Le studio annonce alors que Zack Snyder a demandé à son ami Joss Whedon de finir le film pour lui, en respectant sa vision de la Justice League, et que donc c'est maintenant le réalisateur d'Avengers qui va terminer le projet. Bon, on sait aujourd'hui que Whedon n'a jamais été l'ami de Snyder et que la Warner ne lui a pas demandé son avis sur le choix de son remplaçant. Clairement, le studio a pris Whedon car il a cartonné avec Avengers et car il est ok pour se plier à leurs exigences. Et il n'est pas missionné pour montrer sa vision d'artiste, mais pour faire une version édulcorée du film, remplie de blagues pour faire comme Avengers et afin de sauver les meubles. Et tout ça avec un montage de 2 heures.
very bad feeling about this. En juillet, le studio annonce que 2 mois de retakes vont être nécessaires. Alors sur ce genre de film, cela arrive très souvent de faire des retakes. Cela peut coûter jusqu'à 10 millions de dollars, ce qui est assez conséquent. Mais pour Justice League, on annonce 25 millions, dont 3 juste pour la moustache d'Henry Cavill. L'acteur était en train de tourner Mission Impossible. Il a pu libérer de la place dans son agenda pour les retakes de Justice League, sauf qu'il avait une moustache. La production de Mission Impossible refusa qu'il la rase, car cela prendrait des semaines pour qu'elle repousse, et il était impossible de tourner avec une fausse, puisqu'il avait des scènes d'action à faire et que ça n'aurait pas tenu. Donc il tourne les retakes avec sa moustache, qui sera retirée en post-prod pour un coût de 3 millions de dollars. C'est beaucoup, non? Et dont le résultat fut ça. La production explique que les retakes ne représentent que 10 ou 15% du film, qu'il va garder la vision de Zack Snyder, mais des rumeurs parlent de 80 pages de scénario. Et puis, 2 mois pour tourner 10% du film, c'est pas très crédible. Officiellement, tout est super. Les acteurs sont ravis de travailler avec Joss Whedon, tout le monde respecte la vision de Zack Snyder et le soutient dans son deuil. On saura bien plus tard que la réalité est très différente. Très vite, il y a des rumeurs qui sortent, mais les langues se délient vraiment à partir de mars 2020, lorsque Ray Fisher parle des conditions de tournage avec Joss Whedon. Ah! Car il semblerait que Whedon soit un gros connard. C'est un sale con! Il se serait moqué de la vision de Snyder sur le tournage, aurait eu un comportement très déplacé avec certains acteurs, il aurait notamment menacé Gal Gadot qui refusait de faire une scène supplémentaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne voit pas sa tête ici, c'est une doubleur qui l'a remplacée. Il y a aussi le racisme qu'aurait subi Ray Fisher, qui est en grande partie coupé dans la version cinéma du film. Alors bien sûr, quand Ray Fisher balance, c'est sa parole contre celle de Whedon. Mais très vite, les langues se délient. Gal Gadot confirme qu'il y a eu un problème avec le réalisateur et que la production a dû intervenir. Et donc, qu'elle était au courant. Jason Momoa confirme également de son côté, et Deborah Snyder avouera plus tard qu'elle a prévenu le studio du comportement problématique de Whedon, sans donner de détails, mais en expliquant que le problème avait été réglé. Donc encore une fois, la production savait. Et ce comportement, malgré la réputation de féministe que Whedon s'est fait pendant des années, ne surprend pas tout le monde. Après l'équipe de Justice League, c'est au tour des actrices de Buffy contre les vampires d'expliquer que travailler avec Joss Whedon est un problème, surtout lorsqu'on est une femme. Charisma Carpenter raconte l'enfer qu'elle a vécu sur la série, notamment lorsqu'elle était enceinte, et franchement c'est chaud. Je vous passe les détails, mais plusieurs personnes vont confirmer qu'il se passait des choses vraiment pas normales sur le tournage. Et chaque jour, la liste s'allonge. Ensuite, c'est l'équipe de sa série Firefly qui va balancer, puis son ex-femme. Tout ceci ne va sortir que bien plus tard, mais c'est important de savoir tout ça, car bien évidemment, Whedon et la Warner n'ont pas du tout vu ça comme ça. Ils vont même obliger les comédiens à déclarer leur amour pour la vision de Joss Whedon. Il va y avoir également les accusations de racisme. Ray Fisher expliquant que les Noirs, lui en premier, ont eu leur temps de jeu très réduit, voire ont été coupés au montage. Bon, refermons cet aparté sur la joie de vivre lors des retakes de Joss Whedon. Septembre 2017, les retakes sont finis, retour à la case post-production. Et là, Whedon a un paquet de problèmes. Et Houston, on a un problème. La finalisation des effets visuels de ces retakes va prendre du temps. Il y a la moustache de Superman à effacer sur tous ses plans, et en plus de ça, il doit jongler entre ses rushs et ceux de Snyder, qui ont été faits pour un rendu bien plus terne et plus sombre, et en plus, Snyder a tourné en pellicule, mais Whedon en numérique, histoire de faire des économies sur les retakes. Et donc, pour que le tout soit conformisé, ça va être une putain de galère à l'étalonnage. En plus de risquer de rendre les scènes de Snyder dégueulasses. Parce que autant assombrir et rendre plus terne une image, c'est jouable, autant la recoloriser, c'est bien plus galère. C'est la merde! Et n'oublions pas que la Warner lui interdit de dépasser les 2 heures de film. Et faire un montage propre, logique et pas indigeste de 2 heures d'un film censé en faire au moins 3, ça prend du temps. Sauf que le film doit sortir dans 2 mois. Régler tous ces problèmes sur un blockbuster en 2 mois, je sais même pas si quelqu'un l'a déjà tenté. C'est juste impossible. Il faut décaler la sortie du film. Mais Times Warner, qui possède Warner Bros, est sur le point de se faire racheter par AT&T. Vous me direz, mais il est où le rapport? Eh bien le rapport, c'est que la direction de Warner Bros doit toucher un bonus sur le rachat, et que ce bonus va dépendre des recettes du studio, et qu'il compte sur Justice League pour augmenter ses recettes, et donc leur bonus. Pour cela, le film doit sortir avant le rachat, donc le film sortira en novembre 2017, peu importe le rendu.
Et maintenant on comprend mieux pourquoi le montage est aussi dégueulasse, pourquoi les effets visuels piquent les yeux, pourquoi Stephen Volz ressemble à une cinématique de jeu vidéo. En 2 mois, il n'y avait pas le temps de faire mieux. 1 mois avant la sortie du film, les fans ne sont pas vraiment rassurés. Entre le changement de réalisateur, les 2 mois de retex, la version cinéma ratée de Batman v Superman et l'infâme Suicide Squad. Ils ont quelques raisons d'être inquiets. La com est en place, les acteurs sont obligés de dire qu'ils adorent travailler avec Joss Whedon, et la Warner annonce que le film fera 1h59. Donc on reprend. Les fans ont été super déçus car Batman v Superman était trop court et rendait le film confus avec un montage de 2h30. Ça t'a même coûté une des plus grosses baisses en 2e semaine de l'histoire des blockbusters. Et tu leur annonces « On vous a compris, notre prochain film qui est encore plus ambitieux fera 30 minutes de moins. » Dois-je vraiment vous parler de la réaction des fans ? Vive la révolution! Vive la révolution! Le film sort donc le 17 novembre, et les fans et la critique l'attendent comme ça. Et surprise, c'est une merde! That's surprising. Forcément, beaucoup de fans ne sont même plus en colère, ils sont juste désabusés. Et quand tu dois gérer une franchise, tu préfères largement la colère. Le film aura un résultat correct à l'international, mais ne fera que 228 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est très mauvais. D'autant plus que les films de super-héros ont tendance à surperformer aux États-Unis. Pour vous dire, 228 millions, c'est autant que ce film. Au final, le film rapportera 657 millions de dollars pour un budget de 300. Sauf que les experts estiment qu'en ajoutant tous les coûts supplémentaires, le film doit atteindre 750 millions de dollars pour être rentable. Et du coup, Justice League a perdu de l'argent. Et grâce à cette vidéo, vous savez maintenant comment, à cause d'une longue série de mauvaises décisions, on peut réussir à perdre de l'argent avec ces gars-là. Et pour en finir avec la version de Joss Whedon, Arrêtez! Il est déjà mort! Christopher Nolan et Deborah Snyder verront le film lors d'une projection privée. Et en sortant de la salle, ils allèrent voir Zack Snyder pour lui interdire de voir ce film. Et à l'heure actuelle, ou au jour d'aujourd'hui comme disent ceux qui veulent voir le monde brûler, Zack Snyder n'a toujours pas vu la Justice League. Dans cette vidéo, je vous ai dit que Batman v Superman avait eu droit à une version longue bien plus appréciée par les fans. Et bien très vite, ceux-ci demandent à ce qu'on ait droit à la même chose pour Justice League, sans les retakes de Whedon et réalisé par Snyder. Il lance une pétition ainsi qu'un hashtag sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire, il y a déjà eu un cas comparable avec Superman 2. Richard Donner avait été écarté du film pour le transformer en comédie, mais il put enfin sortir sa version 26 ans plus tard pour l'édition DVD. La Warner ne veut pas entendre parler de la Snyder Cut et attend que le mouvement s'essouffle. Zack Snyder, lui, il ne dit rien. Il se contente juste de temps en temps de poster une photo ou un storyboard de sa version de Justice League sur le réseau social Vero. Forcément, ça n'aide pas le mouvement à s'essouffler. En mars 2019, il organise une soirée pour lever des fonds pour la prévention du suicide. Et cette soirée, c'est une diffusion de ses films en Director's Cut. Et devinez de quoi lui parlent les fans lors de la soirée? La Snyder's Cut. Et il répond... Forcément, ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Les fans en parlent sur les réseaux sociaux, ils organisent une levée de fonds pour faire des publicités demandant la Snyder's Cut, et dont une partie des fonds sera reversée à des associations contre le suicide. La presse reprend l'information, les acteurs et le chef opérateur se mettent eux aussi à demander une Snyder Cut. Zack Snyder, lui, il ne dit rien. Il se contente de poster des photos. Et le 17 novembre 2019, pour le 2e anniversaire de la sortie du film, tout le casting relaie un message sur les réseaux sociaux. Release the Snyder Cut. Et que fait Zack Snyder? Il retweet ses acteurs. Puis se tait. Mais le lendemain matin, il est réveillé par un coup de fil de son agent. Il vient d'avoir au téléphone Toby Emmerich, un des patrons de la Warner, qui voudrait parler de la Snyder's Cut. Zack Snyder lui confirme qu'il a déjà fait le montage de la version longue, mais qu'elle aurait besoin de modifications. À ce moment-là, cette conversation reste secrète. Et du côté de Zack Snyder, c'est silence radio. Jusqu'au 4 décembre. Zack Snyder vient de publier une photo de la Snyder's Cut. Elle existe et elle fait 214 minutes, ce qui est beaucoup plus long que les 121 de la version cinéma. Et surtout, 214, c'est le nombre qui était inscrit en tout petit sur l'affiche de sa soirée de mars. Après ça, le téléphone de Zack Snyder sonne à nouveau. C'est la Warner qui aimerait voir cette version. Il leur organise une projection en février. En plus des patrons de Warner et DC, Zack Snyder invite ceux de HBO Max, la future plateforme de streaming de Warner. Le service doit sortir le 27 mai et aimerait bien faire une grosse annonce histoire de se faire de la pub. Suite à cette projection, Snyder est clair. Cette version n'est pas finie et s'ils veulent une Snyder Cut, il faudra faire des retakes.
Warner commence à voir si cela est possible. En mars, Ray Fisher, suivi par le reste de l'équipe, commence à raconter tout ce qui s'est passé avec Joss Whedon, foutant le bordel chez Warner, qui lance une enquête. Tout ce dont on a parlé avant est découvert à ce moment-là. Puis arrive une certaine crise sanitaire qui oblige une bonne partie de l'humanité à rester à la maison, ce qui complique la perspective d'un nouveau tournage. Le 21 mai 2020, histoire d'occuper les fans confinés, Zack Snyder organise sur Vero une Man of Steel Watch Party. En gros, il regarde les films en même temps que les fans en ligne. Ouais, clairement, on n'a pas le même home cinéma, et le commente. L'idée est plutôt cool, et à la fin de la séance, il organise une séance de questions sur Zoom avec Henry Cavill et des fans. Et au milieu de la séance, il se passe ça. I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my god! 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 C'est officiel, la Snyder Cut va bien sortir. It's happening! Oh my god! It's happening, finally. Release the Snyder Cut. Give it to me! I'm very excited. Zack's getting a chance to finally see his vision realized. It means a lot. Yeah, give me a second. We back. It means the world, I know, to the Snyders. It's meant the world to me. Thank you. Et ce sera sur HBO Max, qui se fait une joie de reprendre l'information puisque la plateforme sort dans une semaine. Ils sont tellement emballés qu'ils lâchent 70 millions de dollars pour terminer le film. Les retakes débutent le 6 octobre et finissent en janvier 2021. Le film est annoncé pour le mois de mars et finalement il sera en une seule partie. La suite, vous la connaissez. Warner annoncera tout de même après le succès mondial de la Snyder's Cut qu'il n'y aura pas de suite. Pourquoi est-ce aussi corrompu? Putain! Mais vu le succès du nouveau hashtag Release the Snyderverse, plus rien n'est impossible. In my world, it means hope. Voilà. Vous savez tous maintenant comment on est arrivé à la Snyder's Cut. Qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après le tournage. Et vous avez enfin les informations nécessaires pour comprendre les différences entre les deux versions. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. En attendant, merci d'avoir regardé cet épisode très particulier. Pensez au pouce bleu de l'amour, ainsi qu'à partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Putain, vous commencez à me faire ça avec ça! Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Je t'en supplie! Il faut que tu t'abonnes à la chaîne. Fais-le pour moi, pour notre peuple, pour notre fierté. Et on se retrouve dans les commentaires de la vidéo pour parler de vos ressentis sur la magnifique gestion de ce projet par Warner et ses différents protagonistes. Et en attendant la deuxième partie sur la Snyder's Cut, bisous virils et à bientôt sur les internets.